Prénatal, maintenant, on va parler des nouveau-nés, Jean-François. Donc, la déclaration de ce Haut Conseil, qui t'a aussi auditionné comme expert, est qu'on ne peut pas faire un pronostic des séquelles après un diagnostic à la naissance. Voilà. Donc, peut-être eux étaient-ils sourds déjà dans ce Haut Conseil. Donc, oui, sur le plan des nouveau-nés, il y a plusieurs choses à dire. La première chose, c'est que sur les données épidémiologiques sur lesquelles on se base, qui fait état de 10% de formes symptomatiques à la naissance, repose sur une définition ancienne et plus du tout adaptée aux connaissances actuelles et aux pratiques qui devraient être celles d'aujourd'hui. La définition utilisée, c'est un enfant cliniquement asymptomatique à la naissance. Tu peux montrer une autre diapositive. C'est-à-dire qu'avec cette définition, un enfant sourd, mais qui a un examen clinique néonatal normal, va être considéré comme asymptomatique. Donc je crois qu'il faut maintenant absolument utiliser une définition beaucoup plus stricte du caractère asymptomatique néonatal, c'est-à-dire considérer comme asymptomatique un enfant qui certes a un examen clinique normal, mais aussi un bilan biologique normal, c'est-à-dire une numération formule sanguine plaquette et un bilan hépatique normal, une imagerie cérébrale normale, tant anténatale que néonatale avec l'échographie transfrontalaire, qui est extrêmement simple à faire, et qui a aussi un fond d'œil normal, là aussi un foyer de choriorétinite avec un examen clinique néonatal peut être strictement normal, et surtout qu'il y a des tests auditifs normaux, que ce soit des auto-émissions acoustiques ou des potentiels évoqués auditifs automatisés. Je rappelle que la différence entre les deux, c'est que les PEA testent toute la chaîne de l'audition, alors que les auto-émissions ne testent que l'oreille interne, mais dans le cas du CMV, ce n'est pas un problème, puisque l'organe atteint, c'est l'oreille interne. Si on prend cette définition, on a des données épidémiologiques très différentes. On peut voir sur la diapositive suivante, par exemple, sur une cohorte de 220 enfants qui étaient suivis à Necker, donc des nouveau-nés, avec un recul de 2 ans. Ce sont des nouveau-nés pour lesquels soit le diagnostic anténatal a été fait, soit dont le diagnostic a été fait à la naissance, sur des points d'appel. Eh bien, on a, avec cette définition strictement asymptomatique, que 35% d'enfants strictement asymptomatiques et 65% des enfants ont au moins une anomalie clinique, biologique ou alors imagerie anormale dans cette population. Alors, pour les pédiatres, la question en particulier pour les pédiatres qui travaillent en maternité, quand est-ce qu'il faut rechercher un CMV chez un nouveau-né ? Bien évidemment, lorsqu'on en a la notion de primo-infection maternelle, que le diagnostic anténatal ait été fait ou non, puisque ça arrive encore très souvent qu'on ait une notion de primo-infection maternelle, mais qu'il n'y ait pas eu de diagnostic anténatal. Ou devant une symptomatologie clinique néonatale en l'absence de primo-infection connue, c'est-à-dire un purpura, des pétéchies qui évoquent une thrombopénie, des signes d'hépatite, une hépatomégalie, une splinomégalie, un ictère précoce a fortiori s'il est mixte, c'est-à-dire avec la bilirubine conjuguée qui va évoquer une cholestase, s'il y a une pneumopathie interstitielle, s'il y a des signes de cataracte. S'il y a une microcéphalie, bien évidemment, alors la question souvent posée par les pédiatres de maternité, c'est faut-il dépister le CMV chez tous les hypotrophes ? C'est effectivement, les retards de croissance intra-utérin avec un point de naissance inférieur à 10e percentile, c'est très fréquent, c'est 10% de la population par définition. Mais en recherchant le CMV dans cette population, on repêche un certain nombre d'enfants infectés par le CMV. Et donc, c'est pas compliqué à faire, c'est pas onéreux. Donc, à mon avis, c'est nécessaire et utile de le faire. Et puis, bien sûr, lorsqu'il y a des tests de dépistage auditif qui sont anormaux à la naissance, même lorsque ce test est unilatéral et sans attendre d'avoir la confirmation qui, parfois, n'est fait qu'après de nombreux mois de ce test anormal. Alors, comment le faire ? Eh bien, par une PCR-CMV sur la salive ou les urines. La fiabilité de la prélèvement salivaire ou urinaire est équivalente, Marianne confirmera. À une petite réserve près, c'est qu'on peut avoir des PCR salive faussement positives lorsqu'elles sont souillées par les sécrétions génitales maternelles ou par le lait maternel. Mais dans ces cas-là, on a des charges virales qui sont très faibles. Tout à fait, oui. Et la PCR sanguine va permettre de confirmer ou d'infirmer cette positivité. Quand on a confirmé le diagnostic de l'infection congénitale, il faut compléter le bilan par un bilan sanguin, hématologique et hépatique, une échographie cérébrale, un fond d'œil, des tests auditifs bien évidemment, et puis
en tant que pédiatre, faire tout son possible pour essayer de dater la séroconversion maternelle. Il y a de plus en plus de femmes qui sont toxo-négatives, donc qui sont prélevées tous les mois, et on peut demander au laboratoire de faire une sérologie CMV sur les prélèvements mensuels, ce qui va permettre de dater le moment de l'infection maternelle, et comme on l'a dit tout à l'heure, de pouvoir rassurer les couples dont la séroconversion maternelle a eu lieu au 2e ou au 3e trimestre. Alors, quand on a ce diagnostic d'infection congénitale à CMV, la question difficile est qui traiter et comment. Alors, comment? Il y a un antiviral, il n'y en a pas 36 disponibles sur le marché actuellement, c'est le Valganciclovir, qui est la prodrogue du Genciclovir, qui est un sirop qu'on peut administrer par voie orale à la posologie de 16 mg kg toutes les 12 heures, pendant une durée de 6 mois, ce qui est actuellement si ce n'est recommandé, totalement relativement consensuel, ça repose sur une étude, qui est l'étude de Kimberlin, qui a comparé chez les enfants nouveau-nés symptomatiques une durée de traitement de 6 semaines, qui était une durée empirique par rapport aux infections à CMV chez le plus grand immunodéprimé en particulier, à une durée de 6 mois. Et le résultat de cette étude à 2 ans est légèrement en faveur d'un traitement prolongé de 6 mois avec des séquelles auditives qui sont moins sévères et moins fréquentes lorsque les enfants sont traités 6 mois. Ce traitement impose une surveillance pendant toute la durée du traitement parce qu'il peut entraîner des thrombopénies, mais surtout des neutropénies. Et lorsque la neutropénie est inférieure à 500, on est obligé d'interrompre le traitement, mais les choses se corrigent spontanément avec l'arrêt du traitement. Et il peut y avoir aussi une toxicité hépatique avec une note de cytolyse, donc il faut surveiller tous les 10 jours par un prélèvement sanguin les enfants traités. Alors, qui traiter? Les formes systémiques, certainement, c'est-à-dire que les enfants qui ont une hépatite, une pneumonie, même une thrombopénie sévère, il faut les traiter. Pour les atteintes neurosensorielles et pour la prévention du déficit neurodéveloppemental et sensoriel, la seule chose qui a été démontrée, c'est que seules les formes avec atteinte du système nerveux central documentées bénéficient d'un traitement antiviral postnatal avec une diminution de la sévérité, de la fréquence des séquelles lorsqu'ils sont traités. Les choriorétinites évolutives, même chose, il est justifié de les traiter. Par contre, toutes les autres formes, c'est-à-dire les atteintes sans atteinte du système nerveux central, il n'y a pas d'études qui démontrent l'intérêt, l'effet bénéfique du traitement. Ceci dit, on a quand même envie de traiter les déficits auditifs néonatals, même sans atteinte du système nerveux central, non pas dans le but de récupérer l'audition perdue, mais de stabiliser les choses en arrêtant la réplication virale pendant la durée du traitement et d'éviter que les choses continuent de s'aggraver et que l'un déficit modéré ou sévère devienne un déficit profond et évolue vers une surdité totale. Et puis une question posée dont la réponse n'est pas du tout consensuelle, c'est faut-il traiter sur le seul argument d'une charge virale élevée? Il y a une publication qui est en faveur d'un traitement parce que les séquelles sont beaucoup plus fréquentes lorsque la charge virale sanguine des nouveau-nés est supérieure à 10 000 copies. Personnellement, à Souneska, c'est ce qu'on fait dans l'équipe à Necker lorsque les enfants sont strictement asymptomatiques. Encore une fois, j'insiste sur le strictement, et qu'il y a le seul argument d'une charge virale élevée. On pense que la balance bénéfice-risque n'est pas en faveur du traitement. Alors, ceci dit, qu'on les traite ou pas, ces enfants, il faut les surveiller. Et donc, il faut organiser un suivi de la fonction auditive et du développement neuropsychomoteur tous les 3 à 6 mois jusqu'à l'âge de 2 ans. Si à 2 ans, on a une évolution strictement normale, et en particulier une audition strictement normale, testée par des gens connaissant le sujet et faisant un test en oreilles séparées, non pas en audition globale, on peut passer à une surveillance annuelle jusqu'à un âge de 4 à 7 ans. Il est extrêmement important de référer ces enfants à des équipes d'ORL connaissant le tout petit enfant et le CMV, pour éviter des diagnostics en excès. En effet, les enfants entre 1, 2 ans, 3 ans, c'est l'âge des rhinopharyngites, des otites séreuses qui vont perturber les tests. Il faut être capable de faire la distinction entre des tests perturbés par une otite séreuse ou une vraie atteinte par le CMV.
La fonction visuelle, s'il n'y a pas de choriorétinite à la naissance, on est tranquille, ça ne peut pas apparaître secondairement. Il est prudent de faire un contrôle à 1 mois parce que la rétine d'un tout petit nouveau-né n'est pas toujours très facile à voir, donc pour être bien sûr qu'il n'y a pas de lésion. Et puis faire un bilan à 1 an, ça devrait être le cas de tous les enfants, quels qu'ils soient, d'avoir une évaluation de leur fonction visuelle à 1 an. Ce n'est pas spécifique à ceux qui sont affectés par le CMV. Est-ce qu'il faut faire une IRM cérébrale après la naissance? Pas de façon systématique, selon les données périnatales. Si l'IRM anténatale n'était pas normale, il faut la contrôler, mais attendre 6 mois, attendre que la myélisation cérébrale soit bien avancée pour pouvoir tirer le plus de renseignements possible de cette IRM. Ou en fonction de l'évolution clinique, même si on n'avait pas des données anténatales inquiétantes, si on a une anomalie de développement neurosensoriel, bien sûr, l'IRM cérébrale peut apporter des éléments intéressants. Le bilan vestibulaire, je rappelle que c'est l'oreille interne qui est atteinte dans le cas d'infection à CMV. Il ne faut pas oublier que l'oreille interne ne sert pas qu'à entendre, elle sert aussi à l'équilibre, c'est la fonction vestibulaire. Et il peut y avoir, associé ou non au déficit auditif, un déficit vestibulaire qui va entraver le développement de ces enfants. Donc le bilan vestibulaire qui est plus compliqué à faire que les tests auditifs, il est indiqué lorsqu'il y a un déficit auditif significatif, parce que c'est quand même souvent associé, mais même en l'absence de déficit auditif, lorsque à l'âge de la marche, les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer et qu'il y a manifestement des troubles de l'équilibre. Dans ce cas, on pourra rattacher ces difficultés motrices au déficit vestibulaire et adapter la prise en charge, en particulier en psychomotricité, à cette connaissance étiologique. La majorité de ces enfants finissent par acquérir la marche, mais ça ne peut être qu'à l'âge de 2 ans et il faut les aider. Je crois que j'ai une dernière diapositive. Voilà, en tant que pédiatre, ce qu'on peut retenir, c'est que le pronostic de l'infection congénitale à CMV est excellent lorsqu'il s'agit d'une infection du 2e ou du 3e trimestre, et même dans les infections du 1er trimestre, lorsque le bilan périnatal, c'est-à-dire anté et néonatal, est strictement normal. Pour ces enfants-là, il y a un risque résiduel d'atteinte auditive qui est aux alentours de 3%, mais avec 0% de handicap, c'est-à-dire pas de handicap neurosensoriel, de troubles cognitifs, de troubles de handicap moteur, ni de troubles de la communication grave, qu'il est important d'avoir un suivi multidisciplinaire pédiatrique et ORL sur le long terme de ces enfants et qu'il y a encore beaucoup d'inconnus sur les indications, les durées optimales et le bénéfice réel à long terme du traitement néonatal par le valganciclovir. Néonatal et post-néonatal, une question aussi qui se pose, c'est les enfants qui ont une audition normale à la naissance et qui se dégradent au bilan à 4 mois, 8 mois ou à 1 an. Est-ce qu'il y a un intérêt de les traiter à ce moment-là? On n'a pas la réponse à cette question. Enfin, j'aurais donné un dernier message. Les pédiatres qui voient les enfants en consultation, qui les suivent, sont en première ligne pour pouvoir donner des conseils d'hygiène et de prévention aux parents, j'aime bien aux parents, pas qu'aux mamans, parce qu'il faut que les conjoints prennent les mêmes précautions que les mamans sur les mesures d'hygiène à respecter au contact de leur jeune enfant, on disait tout à l'heure, de 1 ou 2 ans, qui va en crèche et qui a une forte probabilité de rapporter le CMV de la crèche et de contaminer ses parents en cas de 2e grossesse. Anne-Hélène, est-ce que la même confusion règne dans vos mandants en postnatal qu'en prénatal, ou est-ce que les choses sont un petit peu mieux, vous avez l'impression que les choses sont un petit peu mieux organisées, perçues, expliquées, comprises après? Alors, je dirais que nous avons 2 populations. La population des personnes qui ont réellement été prises en charge, dont un certain nombre ont eu un traitement, où là, il y a peu de confusion. Vraiment des parents qui savent où ils vont, qui ont effectivement un bon diagnostic et un bon pronostic sur leur enfant, et des parents qui sont en errance, puisque peu de pédiatres connaissent réellement le CMV et donc ne savent pas jusqu'à quand ils doivent faire un dépistage et un suivi ORL, etc. Donc les informations sont vraiment sur 2 types de populations, et
C'est un sentiment, je pense, qui est relativement lié, comme tout à l'heure par rapport au dépistage, sur l'Île-de-France et sur le reste du territoire, où nous avons une quantité de médecins qui sont moins au courant du CMV, donc que ce soit en anténatal comme en postnatal et en pédiatrie.